Les politiques monétaires jouent un rôle majeur dans la Révolution française, qui a émis de grandes quantités de papier-monnaie, les ancêtres de nos billets de banque. Les plus connus sont les assignats, dont on trouve encore facilement des exemplaires de nos jours. À la veille de 1789, la monarchie française souffre d'un endettement structurel qu'elle ne sait plus gérer. Elle cherche à établir un système d'impôt universel qui pèserait aussi sur les ordres privilégiés, le clergé et la noblesse. C'est pour cela qu'elle finit par convoquer des États généraux, représentatifs de toute la nation. Mais la crise révolutionnaire qui en résulte diminue fortement la rentrée de tous les impôts existants. Or, un État en crise cherche souvent à remplacer les impôts qui ne rentrent plus par l'émission de plus de monnaie, afin de pouvoir payer ses créanciers. Créer un papier-monnaie n'allait pourtant pas de soi en 1789. Entre 1716 et 1720, une première expérience avait été tentée par le financier John Law et avait abouti à une faillite retentissante. C'est pourquoi même ceux des économistes qui estiment nécessaire d'augmenter la circulation monétaire hésitent à recommander ouvertement de remplacer des espèces sonnantes et trébuchantes par du papier. En l'absence de rentrée fiscale, il faut pourtant trouver une façon de limiter le poids écrasant de la dette. En 1790, l'Assemblée constituante décide de nationaliser les biens fonciers accumulés par le clergé et le roi, ce qu'on appellera les biens nationaux, afin de les vendre pour récupérer des ressources. Mais recenser, évaluer et mettre en vente ces biens ne peut pas se faire rapidement alors que les besoins d'argent sont pressants. Il faut donc trouver une façon d'anticiper les futures ventes. Il est alors décidé d'émettre des billets gagés ou assignés non sur de l'or, mais sur les futures ventes de biens nationaux. On pourra émettre ces billets très en avance et les donner en paiement aux gros créanciers de l'État. Officiellement, il ne s'agit pas encore d'une monnaie et ces premiers assignats rapportent des intérêts, mais ils y sont déjà acceptés pour le paiement des impôts. Leur émission et leur circulation augmentent donc, mais la valeur très importante des billets émis, jusqu'à 1000 livres, soit autant de journées de travail, empêche qu'ils ne circulent aisément dans la société pour répondre aux besoins quotidiens de monnaie. Or, au même moment, le début de la Révolution a des conséquences directes sur ces besoins quotidiens. Dans les régions, on commence à ne plus payer les dîmes, les impôts et une grande partie des rentes seigneuriales. Cela augmente ce qui est disponible pour l'autoconsommation paysanne ou pour la mise en marché local. À la base de la société, les échanges locaux augmentent, et donc le besoin de liquidité. Dès la fin de 1790, ces besoins poussent des entrepreneurs et des municipalités à émettre localement des menues monnaies de papier, ce qu'on appelle alors des billets de confiance. Ces billets locaux se présentent toujours comme garantis par des dépôts de grosses coupures d'assignats, ce qui est plus ou moins vrai. Mais ils bénéficient surtout de la confiance des habitants et rendent d'énormes services au quotidien. Ils vont exister longtemps comme monnaie quotidienne, même lorsque l'État, soucieux de rétablir son monopole de l'émission, tentera de les interdire et émettra des assignats de très petite valeur. Gros assignats et petits billets de confiance sont ainsi devenus, en peu de temps, un système monétaire nouveau, parallèle, répondant à des besoins sociaux réels. Tout change avec le début de la guerre, en 1792. Les besoins budgétaires augmentent et la fabrication des assignats doit suivre. Pas d'armée sans financement, pas de financement sans assignats. Lui seul permet le paiement des fournitures militaires et des soldes de l'armée. Les marchés publics de fournitures exacerbent encore la hausse des prix, mais cette hausse n'est pas homogène. Les produits de première nécessité augmentent beaucoup plus vite que les autres. Producteurs et commerçants anticipent les hausses, alors qu'ouvriers agricoles et artisans ne peuvent refuser ni la nouvelle monnaie, ni les nouveaux prix. Les défaites militaires amènent de nouvelles émissions qui pèsent à leur tour sur les prix. Les consommateurs de base, urbains ou ruraux, n'ont plus d'autre voie pour se préserver des conséquences de l'inflation que d'exiger la fixation de prix maximum. Cette tension sur les subsistances ne fait qu'augmenter localement en 1792-1793. Finalement, le maximum des prix
devient une politique publique admise par la Convention fin 1793. Il est assorti d'un rationnement égalitaire exigé par les consommateurs. Pour rallier une base populaire autour du gouvernement révolutionnaire, pour assurer le ravitaillement des villes et des armées, il faut alors réquisitionner une partie des récoltes de blé et les payer en assignats. La valeur en argent des assignats avait baissé assez régulièrement avec l'augmentation de leurs émissions. En 1794, toujours sous pression des consommateurs, le gouvernement révolutionnaire interdit ces ventes et achats d'argent. La circulation du papier se généralise donc et la monnaie de métal devient un bien rare qu'on thésaurise. Le gouvernement souhaite pourtant sortir de la crise des subsistances en revenant à des prix de marché. Dans ce but, il tente de limiter le maximum des prix avec un maximum des salaires, très impopulaire. Après la chute des robespierristes, fin juillet 1794, tous les décrets de contrôle monétaire sont abandonnés, en particulier la parité entre l'assignat et l'argent monnayé. La monnaie de métal réapparaît alors, et l'inflation ambiante se transforme en un phénomène tout à fait nouveau, l'hyperinflation. Le papier connaît une dépréciation massive et finit par ne plus rien valoir. Il est chassé de la circulation. À court de liquidités, les assemblées du directoire tentent bien de créer des mandats territoriaux, nouveaux papiers-monnaies pareillement gagés sur la vente des biens nationaux et destinés à assurer la trésorerie de l'État. Mais ces mandats parcourent en quelques mois l'itinéraire de l'assignat et sont réduits à néant. Le papier-monnaie n'a pourtant pas été un échec global. Objectivement, c'est lui qui a financé la défense de la Révolution. L'assignat, même déprécié, a continué d'être accepté pour le paiement des impôts et des biens nationaux et pour payer les créanciers. L'État a donc résisté avant de se renforcer en pillant les pays voisins. Enfin, la circulation du papier a permis des remboursements de dettes et des transferts de richesses sur une échelle inédite. Durement secouée, l'opinion publique, c'est-à-dire les rentiers, se ralliera durablement au franc germinal de Bonaparte et à l'utopie d'une monnaie éternellement gagée sur l'or.